La corruption prospère bien au Togo et l'appareil judiciaire est un terreau fertile pour la corruption, annonçait le président de la Cour suprême, Maître Abdoulaye Yaya, dans les premières heures de sa prise de fonction. D'après les dernières publications sur l'indice de corruption publié en janvier 2024, la corruption est une affaire qui file entre les doigts des systèmes judiciaires et la plupart des gouvernements ne parviennent pas à enrayer le fléau. Conscientes de la réalité, les autorités togolaises et les organisations de la société civile continuent de chercher des voies et moyens pour réduire le fléau et son impact dans la gouvernance économique. Pour faire face au fléau, le pouvoir public, se trouvant seul, impuissant devant le problème, invite la population et la société civile à se joindre à la lutte. Selon la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption APLUSIA, les organisations de la société civile doivent aussi connaître le rôle qui est le leur dans la lutte contre la corruption. Et il s'agit de la sensibilisation et de la dénonciation de tout acte de corruption. Si l'on reconnaît que la corruption frappe tous les pays du monde, elle est cependant accentuée dans les pays en voie de développement. Et sans mesures efficaces de lutte, la corruption peut compromettre dangereusement les efforts d'un pays pour l'instauration d'une bonne gouvernance et réduire les ressources disponibles pour la lutte contre la pauvreté. Le mariage des enfants nuit gravement à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive et au développement général des adolescents et des jeunes. Selon la législation togolaise, l'âge légal minimum pour le mariage des filles est fixé à 18 ans. Dans des cas exceptionnels, cet âge peut être de 16 ans. Cependant, selon les récents chiffres sur le mariage des enfants donnés par l'UNICEF, le Togo compte près de 604 000 épouses enfants, soit un enfant sur 4 marié pendant son enfance. Le mariage d'enfants concerne aussi bien les garçons que les filles. Mais les filles sont touchées de manière disproportionnée et les inégalités de genre sont l'un des principes de la pratique, selon l'UNICEF. Devant ce fléau, les organisations de protection des enfants et de défense de leurs droits estiment que les actions au Togo sont peu concluantes, même si par endroits et par moments, les efforts sont louables. Ainsi, un nouveau projet dénommé « Agir pour l'abandon du mariage d'enfants » est porté par ces organisations. Leur objectif est de promouvoir l'épanouissement des jeunes filles et garçons en encourageant l'abandon des mariages forcés des enfants et des mariages précoces. Ce projet compte aussi mettre l'accent sur l'éducation sexuelle pour prévenir les grossesses précoces chez les jeunes filles et les infections sexuellement transmissibles. Leur souhait, avoir le soutien indéfectible du gouvernement dans la mise en œuvre du dit projet. Dans le but de dynamiser le secteur agricole et améliorer la production animale, le Togo intensifie ses efforts, offrant ainsi de meilleures perspectives aux acteurs du domaine. Des initiatives telles que l'amélioration génétique des races animales locales, l'introduction de races plus résistantes aux maladies et plus productives et la formation des éleveurs sur les pratiques modernes contribuent à cette progression. En effet, l'on peut noter des programmes d'amélioration génétique déployés pour choisir et élever des races animales plus performantes et mieux adaptées à leur environnement. Des races améliorées de bovins, de volailles, de chèvres et autres sont fréquemment introduites, caractérisées par leur résistance accrue aux maladies et leur production plus élevée de viande, de lait ou d'œufs. En parallèle, l'accessibilité accrue aux intrants agricoles locaux favorise la santé et la production des animaux, tandis que les investissements dans les infrastructures vétérinaires telles que la construction de cliniques et de laboratoires renforcent la prévention des maladies. Notons que d'importants investissements sont effectués dans l'infrastructure vétérinaire. Des cliniques vétérinaires, des laboratoires d'analyse et des centres de vaccination sont construits et rénovés par les autorités, jouant un rôle crucial dans la prévention des maladies animales. La promotion de l'élevage durable et l'amélioration des infrastructures de commercialisation complètent ces efforts, stimulant ainsi la production.
Selon les données officielles, la région des plateaux se distingue comme le principal contributeur avec plus de 15,3 millions de têtes produites en 2023, tandis que les savanes et la région centrale montrent également une évolution significative dans la production de volailles et d'autres animaux. Le Togo est un pays particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique tels que l'augmentation des températures, les précipitations irrégulières et les événements météorologiques extrêmes. Cependant, malgré ces défis, le Togo s'efforce de renforcer sa résilience face au changement climatique. Tout d'abord, en matière de promotion de l'agroécologie, le Togo encourage l'adoption de pratiques agricoles durables telles que l'agroécologie pour atténuer les effets du changement climatique. Cela comprend la promotion de la diversification des cultures, la conservation de l'eau et la gestion durable des sols. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, le pays met en place des techniques d'irrigation pour faire face aux variations des précipitations et assurer un approvisionnement en eau adéquat pour l'agriculture, l'industrie et les populations locales. Aussi, le Togo travaille en étroite collaboration avec d'autres pays de la région du bassin de la Volta. Des initiatives régionales telles que la Commission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Volta, OMVS, visent à promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau dans la région. Notons que le renforcement de la résilience du Togo face au changement climatique dans le bassin de la Volta est essentiel pour atténuer les effets négatifs sur l'environnement, l'économie et les populations locales. En mettant en œuvre des stratégies d'adaptation et en collaborant avec d'autres acteurs régionaux, le Togo s'efforce de protéger ses ressources naturelles et de garantir un avenir durable pour ses habitants. Cyril est un cultivateur de légumes dans le village d'Atabou, au sud-est du Ghana. Pour développer son entreprise, il utilise désormais Internet sur son téléphone. Techniques de plantation, informations météorologiques, il accède à de nombreux conseils grâce à une application. Lui qui plantait auparavant ses légumes selon son intuition, espère avec Internet améliorer sa production. J'adore faire des recherches sur mon téléphone. Donc quand j'ai reçu celui-ci, j'ai vu qu'il était très intelligent. Ce n'est pas compliqué d'avoir les informations que je recherche. Dans ce marché, une formation en compétences numériques est donnée à un petit groupe d'hommes et de femmes. Bien que 85% de la région subsaharienne soit couverte par des réseaux, seulement 25% des habitants les utilisent. Combler le fossé numérique est devenu une priorité au Ghana. L'accès à Internet mobile stimulerait le développement économique. À Accra, Anita dirige une entreprise de traiteurs prospères. Elle affirme que c'est grâce à son téléphone. En fait, je reçois mes commandes d'Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ainsi que par des textos. Sans Internet, vous ne pouvez pas obtenir toutes ces demandes. Le coût d'achat d'un téléphone reste toutefois un obstacle majeur pour les commerçants. Jacob Zuma, accueilli en rockstar à Johannesburg. L'ancien président sud-africain en bataille juridique avec la commission électorale qui lui interdit de se présenter aux élections en raison de son casier judiciaire fait son grand retour. Devant des milliers de partisans, il a présenté le manifeste du MK, son nouveau parti politique. Mon plus grand problème est que nous avons trop de partis politiques. Trop. Ils sont la cause de la souffrance accrue de notre peuple. Ils prennent de l'argent des Blancs pour pouvoir siéger au Parlement. Jacob Zuma espère que son parti obtiendra plus de 65% des voix aux prochaines élections. L'objectif, modifier la Constitution et donner plus de pouvoir aux chefs traditionnels. Autre priorité, lutter contre la criminalité et la pauvreté des Noirs en Afrique du Sud. La situation au Soudan est de plus en plus critique avec une généralisation des souffrances et des violences.
Les tensions entre les forces militaires et paramilitaires qui ont dégénéré en conflit en avril 2023 ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés. Les forces de soutien rapide contrôlent la majeure partie du Darfour et assiègent la capitale Al-Fasher. Après un an de conflit, le peuple soudanais est pris au piège d'un enfer de violence brutale. La famine approche, les maladies approchent, les combats approchent et on ne voit pas la fin. À seulement 6 semaines du début de la période de soudure, la situation est critique. Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour faire face à l'escalade de la crise. Je pense que partout il faut protéger les civils. Il ne fait aucun doute que c'est un problème sérieux, notamment en ce qui concerne Al-Fasher, où les combats font rage. Mais nous avons également besoin d'un meilleur accès. Vous savez que sur les 18 millions de personnes que nous estimons en situation d'insécurité alimentaire aiguë, nous ne parvenons à atteindre que 25 à 30% d'entre elles. Et parmi les personnes souffrant d'insécurité alimentaire les plus graves, nous n'atteignons même pas ce chiffre. Nous avons donc réellement besoin d'un changement de paradigme et d'un changement radical du niveau d'accès à ces personnes. Sinon, nous assisterons à une catastrophe ici au Soudan. Malgré l'urgence de la situation, l'appel humanitaire de 2,7 milliards de dollars de l'ONU destiné à aider près de 15 millions de Soudanais n'est financé jusqu'à présent qu'à 12%. L'offensive israélienne s'intensifie dans la bande de Gaza. Ce samedi, des explosions ont retenti dans le nord de l'enclave palestinienne. La ville de Jénine, en Cisjordanie, a été touchée par des frappes aériennes. L'armée israélienne y a visé un lieu de rassemblement de militants palestiniens et le bilan fait état d'au moins un mort. Ville emblématique du nord de la Cisjordanie, Jénine fait fréquemment l'objet de raids de la part de troupes israéliennes depuis le début du conflit. Pendant ce temps, des camions transportant de l'aide humanitaire attendent la levée des restrictions israéliennes pour pouvoir apporter de l'aide aux populations. Selon l'ONU, l'aide humanitaire devrait se faire par voie terrestre, maritime et aérienne. L'institution alerte sur un risque imminent de famine qui plongerait la majorité de la population palestinienne dans une crise alimentaire sans précédent. De plus, le rapport de l'ONU fait état d'une tendance à la hausse de la malnutrition dans la bande de Gaza, où le taux de malnutrition aiguë était inférieur à 1% avant l'escalade des combats il y a 7 mois. Des phénomènes météorologiques extrêmes font des dégâts partout dans le monde. En Afghanistan, des inondations causées par de fortes pluies ont tué au moins 50 personnes et fait des dizaines de disparus. Des milliers de maisons et des hectares de terres agricoles ont aussi été détruits, notamment dans la capitale provinciale Feroz-Koh. Le gouvernement taliban a appelé à des dons et à l'aide des organisations humanitaires. Même phénomène en Europe, comme ici en Allemagne, où des pluies abondantes dans le sud-ouest ont causé des inondations. À Lebar, le niveau de la rivière Till a atteint un tel niveau que les habitants ont dû être évacués de leur maison. Face à la catastrophe, les pompiers sont intervenus et ont distribué des sacs de sable pour protéger les habitations. Alors que le centre-ville de Lebar a été totalement fermé, la pluie, elle, continue de tomber. En Russie, les habitants de la région d'Omsk luttent aussi contre de graves inondations. Le niveau des rivières ne cesse de monter et plus de 2000 personnes ont été évacuées. Les secours ont construit des digues et ne cessent de pomper l'eau pour protéger les zones touchées. En Inde, des températures extrêmes frappent le nord-ouest du pays. À New Delhi, la chaleur a atteint 47 degrés Celsius. La ville a été placée en alerte météo. Les autorités ont recommandé aux habitants de rester chez eux à l'ombre. Selon les experts, la canicule devrait continuer pendant plusieurs jours. L'économie mondiale
affiche des chiffres encourageants. Dans un récent rapport, les Nations Unies ont fait état d'une amélioration des perspectives économiques, bien au-delà des prévisions annoncées en début d'année. L'institution souligne l'amélioration des perspectives aux États-Unis et dans des pays émergents tels que le Brésil, l'Inde et la Russie. Malgré notre optimisme, nous préférons rester prudents. Pour l'année 2024, nous prévoyons une croissance mondiale de 2,7%, ce qui représente une hausse par rapport aux 2,4% prévus en janvier. Et pour 2025, nous tablons sur une croissance de 2,8%, ce qui représente également une légère hausse par rapport à ce que nous pensions précédemment. Ces changements sont dus à des performances supérieures aux prévisions dans certaines grandes économies développées et émergentes. Toutefois, ces prévisions optimistes ne concernent pas toutes les régions du monde. Dans les pays en développement, notamment sur le continent africain, les enjeux restent différents. D'un autre côté, les perspectives concernant de nombreux pays en développement ne sont pas aussi réjouissantes. Ainsi, même en cas de baisse du taux de mortalité infantile, qui permettrait de revoir à la hausse les prévisions de certains pays, les chiffres resteraient bien en deçà de ceux de la période avant la pandémie. Le retard n'est donc pas encore rattrapé et surtout, pour l'Afrique et les pays les moins avancés en général, les perspectives sont revues à la baisse pour atteindre une croissance d'environ 3,3% en 2024. Les résultats annoncés sur le continent sont en partie dus aux faibles perspectives des plus grandes économies africaines que sont l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.